Salut tout le monde, c'est Jean-Michel de Inversio, ici avec Sylvain Laberge de 1844. Et aujourd'hui, on shoot dans une nouvelle location qui s'appelle le Bar Marion, Taverne Marion, qui se trouve sur Ontario et Wolfe. Super de belle place, ça fait à peine 3 mois qu'ils sont ouverts, mais vraiment là, super de belle location. Puis on prend l'occasion que, vu que c'est un vendredi, bien une petite bière du vendredi, alors puis un petit catch-up, un petit update avec Sylvain. Alors, qu'est-ce qui se passe, Sylvain? Depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois. Bien, Jean-Michel, il y a eu plusieurs événements. Je pense que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en début mars, qu'on avait parlé beaucoup d'exploration. On avait parlé de 1844, qu'on avait des propriétés intéressantes du côté dans le secteur cuivre, qu'on avait passé depuis 2011. On avait passé quasiment la Gaspésie au peigne fin, qu'on avait acquéri et retenu les meilleures propriétés à notre point de vue. Mais qu'à travers tout ça, bien, il y avait toujours l'histoire là, de l'ancienne mine Gaspé Copper, qui, en 2012, on avait fait les premières approches avec Extrata, puis on avait continué le débat avec Glencore plus tard en cours de route. Bien là, depuis ce temps-là, on peut l'annoncer. Il y avait des choses que je savais que je ne pouvais pas parler. OK. Il y a eu l'acquisition de l'ancienne mine de Murdochville, qui s'appelle la mine Gaspé Copper, par Osisko Metal. Symbole OM, si les gens veulent aller voir le communiqué de presse du 28 mars. Osisko qui se retrouve, eux, la plupart de la propriété, c'est dans le coin de Val-d'Or. Puis... Non, il y a plusieurs Osisko maintenant. Tu as Osisko Royauté qui gère la royauté de Malartic. Tu as Osisko Développement qui est dans Colombie-Britannique. Tu as Osisko Mining qui est dans Windfall, avec probablement le dépôt aurifère en Amérique du Nord le plus riche en or. OK. Ils sont en train de faire la rampe. J'inviterais les gens qui regardent un peu le secteur ou qui veulent regarder le secteur d'aller sur le site de Osisko Mining, juste aller voir les roches qu'ils ont récupérées en construisant la rampe. C'est hallucinant, là, c'est de l'or visible là, à grande portée. Même, je dirais, c'est à peu près de la grosseur de notre verre. Là. Ah ouais. C'est assez impressionnant. Ensuite, il y a O3, qui est un autre développeur dans le secteur de Val-d'Or. Puis, il y a Cisco Metal, qui, lui, est beaucoup plus spécialisé au niveau des métaux de base. OK. C'est le président du conseil d'administration, c'est un des fondateurs de Cisco, c'est Bob Wares. Puis c'est Bob Wares, si vous allez sur mon site à moi, bien, il est sur mon conseil advisoire. Fait que c'est un peu la synergie qu'on avait qui a fait que on a emmené le projet. Ils ont été capables de récupérer le projet de Murdochville. Ça change complètement la dynamique en Gaspésie. Ben oui, parce que Murdochville, historiquement, c'était la mine. C'était le gros producteur. La ville de Murdochville a été construit par M. ça. Murdoch en 1945. La mine a été en opération de 1945, oui, excusez. J'inverse les chiffres, là, je dois être dyslexique. C'est de 1954 à 1999, pendant 45 ans. C'est là que je me suis enfargé. Ça a produit 141 millions de tonnes de minerais à du 0,85 de cuivre. Okay. Ça a été la mine de cuivre la plus grande en Amérique du Nord pendant ces 45 ans d'opération. Aujourd'hui, bien, le 28 avril, il y a un communiqué de presse qui est sorti. On regarde en ce moment 456 millions de tonnes encore dans le sol. Avec un grade de 0,31 ce qui est encore intéressant. Plus, il y a à l'est du dépôt original, il y a une autre portion qui s'appelle le Mont Porphyre, qui, elle, n'a pas réellement de chiffre dessus, mais il y a des trous de forage qui ont été annoncés le 28 avril. Ce qui est impressionnant, c'est les longueurs. On parle de 532 mètres. De minerais à du 0,70 de cuivre. C'est réellement impressionnant. Puis ça, c'est tout probablement si l'option avec Glencore se rend positive,
ce qu'on devrait savoir à la fin de juin. C'est probablement quelque chose qui pourrait être remis en production dans les 4 à 5 prochaines années. Okay, pourquoi ça change la dynamique pour moi? C'est que moi, j'ai des propriétés cuprifères un peu partout dans la péninsule. C'est que ça me donne un moulin ou une place où je pourrais passer mon minerai, ou même si jamais on faisait une découverte. Fait que c'est des choses qui amènent beaucoup de positivisme là, au niveau de la péninsule. Si on regarde aussi au niveau de la péninsule, ça va régénérer un intérêt pour des gens de revenir dans la région. On parle de 600 à 700 emplois directs sur la mine et on parle, pendant la construction, entre 1500 et 2000 emplois qui seraient au niveau de la Gaspésie. Puis ça allume certains géologues à revenir, certains techniciens, certains prospecteurs moins, mais certaines personnes de l'industrie à venir dans notre secteur. Parce qu'on avait une pénurie énorme. Les gens travaillent beaucoup dans la région de Val-d'Or, Abitibi, Lac-Saint-Jean, Bécomo, en Ontario. Mais la région de la Gaspésie, c'est une bête à part entière. Fait que les gens, il n'y en avait pas beaucoup. Là, on commence à avoir plus d'intérêt. J'ai beaucoup plus de téléphones. Ce qui nous a amené à faire ce qu'on fait là. On fait un formulaire abrégé ou en bon français, un short form prospectus. On est après lever des capitaux pour 1,250 millions. Avec une possibilité d'aller chercher un 15 supplémentaire si le financement se fait au complet. Le prix du financement est à 8 sous. L'avantage d'un short form prospectus, c'est que les autorités à travers le Canada, que ce soit l'AMF, l'Ontario, Saskatchewan, Colombie-Britannique, ont passé à travers tous nos documents. On a déposé ce qu'on appelle en anglais un AIF, mais des informations financières qui sont très suivies par les autorités. Ensuite de ça, il fallait déposer notre budget, ce qu'on a fait. Il y a aussi toutes nos propriétés où on devait avoir un 4301. Les 4301 sont en approbation et il y en a 2 d'approuvés. Il en reste un là, qui devrait approuver bientôt. Fait que c'est réellement là, c'est minimiser le risque au maximum. Ça reste qu'on est une compagnie de spéculation, ça reste qu'on est une compagnie d'exploration. On est encore à risque. On est encore dépendant des financements. Sauf que l'avenir est beaucoup plus ensoleillé pour nous autres qu'elle l'était il y a 5 ans. Oui, et puis aussi, j'imagine en ce moment, avec toute si on veut, la ferveur avec le potentiel de Murdochville qui rouvre. Je sais qu'historiquement, dans la région, beaucoup des personnes qui habitent cette région-là avaient tendance à aller travailler à Fort McMurray, à travailler dans tout ce qui est pétrole, gaz. Mais là, ça leur donne probablement un goût de dire « Ah ben là, je suis pas obligé d'aller jusqu'à Fort McMurray, je peux rester plus proche. » C'est en plein ça. En ce moment, comme ça fait 12 ans avec cette entreprise-là, mais si je regarde au niveau minier dans le secteur de la Gaspésie, ça fait depuis 2006, ça fait 16 ans déjà. Puis dans les 16 dernières années, c'est ça, tu développes des amitiés, tu développes des contacts avec certaines personnes dans les municipalités. Puis je te dirais, la génération des 30 à 45 ans qui sont des manœuvres, des techniciens, des gens qui travaillent avec leurs mains, il y en a énormément qui travaillent en ce moment au Nunavut. Ils travaillent à la mine Raglan. Ça veut dire qu'ils partent en avion pour 3 semaines, reviennent pour 1 semaine, repartent pour 3 semaines. Comme vous pouvez penser, ces jeunes-là, ils ont des familles, ils ont des enfants. C'est sûr que l'attrait de vouloir revenir à Gaspésie est très forte. C'est sûr qu'eux autres, ils se croisent les doigts que les emplois repartent. Il y en a une autre partie aussi qui travaille chez ArcelorMittal du côté de cette île, Fermont, dans ce coin-là. Fait que c'est sûr que ça va ramener la génération que moi je considère la génération primaire pour développer une économie. C'est le 25 à 45 ou le 25 à 50 ans.
qui va pouvoir revenir travailler dans sa région, développer dans sa région, dépenser de l'argent dans sa région. C'est une économie, là. Parce que le tourisme, oui, mais c'est aussi, comme tu dis, le tourisme, c'est une chose, mais c'est aussi mieux vivre dans le sens que là, ils ont des emplois, théoriquement, peut-être des emplois plus sûrs. Ils vont être capables d'avoir des maisons, vont être capables de bien vivre et non pas toujours être OK, bien, soit que je déménage ailleurs, parce que le trois quarts du monde qui habite en Gaspésie aime ça. En fait, j'ai lu l'article sur Murdochville, puis je partage l'histoire sur Radio-Can, puis apparemment, il y avait une personne qui n'était pas contente, puis c'était le gars qui travaille pour Tourisme Canada, puis ça fait 1 an et demi qu'il habite à Murdochville. Ça veut dire que lui, il venait de Montréal pour aller dans la nature. Oui, mais ça, c'est une mauvaise conception qu'on a du secteur minier. Les gens nous voient venir avec toutes les histoires qu'on a pu voir à la télévision, les horreurs qu'on a pu voir à la télévision. Sauf que les trous orphelins. C'est ça. Mais souvent, c'est ce qu'on oublie de dire ou ce que les journalistes oublient de mentionner, c'est que tout le documentaire, le rapport qui sort, souvent, c'est des choses qui se sont produites dans les années 40, 50, 60. Je suis pas de la dernière génération, là. Puis moi, je peux vous dire que dans les années 50, 60 plus que je connais, puis 70, on était comme le reste de la population. Tu sais, quelqu'un mangeait, il ouvrait la fenêtre, puis il garochait ça par la fenêtre, puis on allait à la pêche sur un lac, puis les cannes de bière partaient dans le lac. C'était la mentalité. On voyait pas la pollution de la même manière. Comme ça, le monde... Dans cette époque-là, on fumait dans les avions. C'est ça. On fumait à l'hôpital. Le médecin il disait « Ah, t'es stressé ». C'était sur le bord qui te prescrivait un paquet de cigarettes. D'ailleurs, dans les années 50, qui était avant moi, là, dans les années 50, il y avait des commerciaux qui passaient à la télévision sur la cigarette, puis c'était des médecins qui parlaient avec des infirmières. C'était comme... Aujourd'hui, tu passerais ça, les gens seraient probablement pendus tout de suite. Mais non, c'est ça. Cette mentalité-là fait que ça a peur certaines personnes. Si je regarde dans cette région-là, mettons qu'il arriverait une production, puis je peux pas parler au nom de Cisco, je suis pas... mais je vois ce qui se passe, puis je vois ce qui serait le potentiel, puis ce qui peut se développer. Ça n'affectera pas la municipalité en tant que telle. Moi aussi, j'en ai vu des articles de journaux où là, tout le monde pensait qu'elle pourrait être expropriée, puis tout le monde... Mais j'ai vu le design sur la présentation, puis ça touche même pas la municipalité. C'est pas près. C'est à côté, mais ça touche pas la municipalité. Puis, je veux dire, c'est restreint à un secteur. C'est pas comme on démolit... 250 hectares de bois. Premièrement, c'est un camp minier, c'est déjà là. C'est pas quelque chose... C'est ça, il la ravit. C'est ça. C'est un peu comme nous autres en exploration. C'est les gens, il faut qu'ils comprennent que quand on s'en va dans le bois, 98 du temps, on utilise déjà des chemins existants. Si on a une campagne de forage à faire, on essaie de minimiser notre coupe de bois. On ne fait pas de la coupe de bois, on est très sélectif, on fait de la sélective. Puis ensuite de ça, on travaille le secteur alentour de la foreuse. Puis une foreuse, c'est de la grosseur d'un container. C'est pas quelque chose qui est astronomique. Là, on arrive puis on déboule ça dans le milieu d'un boisé, puis on détruit tout. Ensuite de ça, au niveau environnemental, on est contraint. Puis même avec notre gouvernance à nous, moi, mes gars, quand ils arrivent sur une propriété, s'ils ont à fumer, c'est sur un pad avec un seau avec du sable dedans, que s'ils éteignent, c'est dans les choses. Il n'y a pas de cigarettes qui vont se lancer dans le bois, c'est pas vrai. Il y a la même chose au niveau des tout ce qui est transfert. Si on a à remplir une tronçonneuse, si on a à remplir un ATV, là, à ce moment-là, tu montes sur le pad, puis tu t'assures que si jamais il y a un déversement, c'est sur le pad, ça ne sera pas dans la forêt. Ça, c'est toutes des choses qu'on regarde, comme on s'assure que nos foreurs vont utiliser une huile biologique.
dans leur foreuse pour être sûr que si jamais il y avait un déversement, bien, ça ne sera pas quelque chose qui va... Oui, on a un niveau de contamination, il faut absolument sortir toute la partie où il y a eu quelque chose, mais déjà là, la partie est avec un huile biologique, elle n'est pas avec... Une huile lourde. C'est ça. Non, ça, tu vois, c'est un des plus gros problèmes quand on parle du domaine minier, du domaine... à peu près tous les domaines que ça retouche les ressources naturelles, c'est la méconception que ces personnes-là qui travaillent là-dedans vont extraire d'une manière barbare, puis après ça, laisser ça là, puis partir. C'est ça. Mais ça a un non-sens parce que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, bien, ils travaillent toute leur vie dans ce domaine-là. Fait que s'ils faisaient ça, bien, éventuellement, ça ne fonctionnerait plus. Tu sais, il faut penser que les gens ont toute une conscience aussi. Moi aussi, j'ai des enfants, puis tu ne veux pas les laisser une planète dévastée. C'est sûr que, bon, les gens, c'est toujours pas dans ma cour. Hein. Pas dans ma cour, mais je veux ma Tesla. C'est ça. Les gens ont aussi tendance à oublier. Je regardais sur LinkedIn un jeune l'autre jour qui était devant un parlement quelque part avec une grosse pancarte en plastique disant plus d'exploration de pétrole. C'est parce que, monsieur, excusez-moi, là, mais la pancarte que vous avez dans les mains, plus de pétrole, il n'y a plus de pancarte. Le pack-sac que vous avez sur le dos, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de pack-sac. Le téléphone avec lequel vous avez pris la photo, mais c'est pas une valeur, mais s'il n'y a plus d'exploration minière, il y a même pétrolière, parce que le casing, il y a du pétrole dedans. À l'intérieur, bien, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a du cuivre. C'est tout ça. Tu ne peux pas arrêter l'exploration. Moi, ce que j'aime en ce moment de ce qui se passe ici au Québec, c'est qu'on prône pour une autonomie future sur les métaux stratégiques et les métaux de base. Si on regarde le plan de Pierre Fitzgibbon, de dire on va se concentrer sur les métaux stratégiques comme le lithium, le cobalt, le graphite, puis dernièrement, bien là, ils nous ont sorti le cuivre. Pendant des années, j'ai toujours dit, il en oublie tout le temps un, on est orphelin, mais c'est vrai, sans le cuivre, quand même qu'on mettrait tous les autres minerais là, il n'y a pas de connectivité, là, parce que c'est le conducteur idéal pour tous ces métaux-là. Fait que là, aujourd'hui, oui, il y a le cuivre, puis c'est d'emmener à avoir une autonomie comme quand ils ont signé l'entente avec GM pour la conception des batteries à Bécancour. Il faut penser que Bécancour, il y a un manque à gagner aussi depuis que Gentilly est fermé. Bien, il y a énormément d'emplois qui ont été perdus. Mais de l'autre côté, c'est que c'est un beau hub industriel. Là, tu vas avoir GM qui va qui va développer ses batteries pour ses voitures. Puis à côté, bien, tu vas avoir Nouveau Monde, Graphite, qui lui aussi va s'installer à Bécancour. Puis tu as des masques lithium qui est pas loin. Fait que, tu sais, c'est de développer un hub et de devenir nos propres producteurs et nos propres développeurs de technologie. Parce que, oui, l'avenir est là. On ne se cachera pas, l'avenir est dans l'électrification, que ce soit par moulin, que ce soit par éolienne, sur terre, solaire, en mer, le solaire, la voiture électrique. J'avais une conversation avec quelqu'un l'autre jour, moi, il y a 5 ans, quand tu voyais une Tesla par jour, c'était, il y avait une voiture électrique. Puis tu voyais beaucoup de Prius à Biénergie, mais là, tu te promènes sur la rue, puis c'est une voiture à toutes les 10, tu vas avoir une voiture électrique. Puis éventuellement, dans 5 ans, là, il y en aurait probablement plus, parce que si on regarde les concessionnaires, en ce moment, ils sont 2 ans et demi de vente de voitures électriques en avance. Demain matin, moi, je vais m'acheter une voiture électrique, j'ai une attente de 2 ans et demi. Fait qu'imagine-toi que dans 2 ans et demi, là, ça ne sera plus 1 sur 10, là, ça va être probablement 5 sur 10. Puis surtout avec le prix du pétrole, ça va probablement grandir encore plus. Est-ce que ça va ralentir le pétrole? Moi, je dirais que non. Puis ça, c'est mon commentaire personnel. Oui, parce que le pétrole, c'est pas juste... Ça, c'est l'erreur que tout le monde pense. Le pétrole, c'est pas juste de l'essence dans ton char. Non. Il y a une plus grande... C'est beaucoup
plus grand. C'est pas mal. Les gens ne réalisent pas l'ampleur du pétrole. Oui, il y a certaines manières de sortir le pétrole qui est peut-être pas fait pour l'accord de tout le monde, mais le pétrole veut pas. Je pense pas que demain matin, les gens veulent retourner à avoir des culottes en lin, puis des chandails en lin, puis rouler leur voiture sur des roues de bois. C'est pas l'idée. Ça va continuer. Le polyester en contient, tout en contient. Là. Oh, oui. Fait que, oui, la consommation va baisser au niveau automobile, mais la consommation au niveau personnel va rester probablement la même. C'est pour ça que le pétrole va toujours rester. Malheureux pour ceux qui s'opposent, mais c'est ça. Bien, souvent, c'est comme, on retombe toujours dans la même situation que par rapport avec le forage. C'est un manque d'éducation, de comprendre la vraie situation et non pas le moment ou la chose qui nous dérange. C'est ça. C'est comme les gens qui s'opposent à la foresterie. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau là, de t'opposer à la foresterie. Si c'est de la coupe qui, premièrement, qui est reboisée, qui est replantée, qui peut servir parce que, veux pas, je pense pas que je commence à construire des maisons en cure-dent ou en foin demain matin, là. Ça prend du bois. Et, la construction, tout le monde veut avoir sa petit appartement, sa petite maison. Fait que la coupe de bois va continuer à être là. Ben, pour certaines personnes, ils voient mal ce qui se passe, mais même pour contrer des maladies au niveau des forêts, ça prend de la coupe de bois. Si je regarde, moi, en Gaspésie, il y a des territoires qui ont coupé, qui n'ont plus le droit de faire de foresterie. La tordeuse d'épinette est rendue dedans. C'est un balancier là-dedans. Tu as des choses qui doivent être faites, mais ils doivent être faites dans un sens intelligent. Puis il y a des choses que, oui, tu as le droit à t'opposer à des choses. Comme, je comprends que les gens n'aiment pas l'uranium. Je comprends que les gens... Mais si je regarde à travers tout ce que j'ai appris dans les 60 dernières années, mettons, c'est probablement l'énergie la plus propre qu'il n'y a pas. C'est sûr que quand il arrive des problèmes, comme il est arrivé au Japon, mais ça fait peur à tout le monde, mais ça reste que c'est un métal qui est utilisé au niveau des usines électriques. C'est probablement le produit le plus propre. Aujourd'hui, on parle d'électricité. L'hydroélectricité est super propre, mais quand je regarde à travers la planète, combien est-ce qu'il y en a d'hydroélectricité qui roule au charbon encore? Comment est-ce qu'il y a d'hydroélectricité qui roule encore au pétrole? Mm-hmm. Comment est-ce qu'il y a d'hydroélectricité? Fait que, dans le fond, est-ce que ton hydroélectricité est propre? Elle est propre quand elle arrive dans le switch chez vous. Oh, ouais. Mais c'est quand tu remontes la source que tu te poses la question. Oui. Puis on n'est pas tous... on est chanceux au Québec, mais on est chanceux au Québec. On est chanceux au Québec. On est chanceux. Encore là, l'hydroélectricité a ses inconvénients environnementaux. Ah oui, mais ça, on parlera pas trop de ça. Non, on parlera pas trop de ça. Mais non, c'est effectivement, c'est ça. C'est le manque de connaissances et le manque de renseignements au niveau de ces choses-là. Puis le secteur minier, puis je pensais à ça aujourd'hui en m'emmenant ici. J'essayais de voir ce que j'étais pour dire, parce que je parle pas beaucoup. Mais je pensais à tout ça. Là. Si on regarde dans les 100 dernières années, les 100 dernières années, il y a un impondérable. Le cycle minier revient tout le temps. Oui. Ça, c'est un impondérable. Il y a 100 ans, c'était la frénésie automobile. Là, le monde va dire de quoi qu'il parle. Bien, tu as eu la frénésie automobile sur les marchés boursiers dans les années 10 et les années 20. Tu avais plusieurs entreprises. Tu avais Dodge, les frères Dodge, tu avais Chrysler, tu avais Chevrolet qui avait parti de sa propre usine, Pontiac, c'était une autre usine, tu avais les Hudson qui était une autre usine. C'était toutes des compagnies publiques, mais toutes indépendantes l'une de l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que tu as eu des fusions,
comme ça se passe dans tous les cycles bizarres. C'est que tu as eu des fusions. Tu as eu la GM qui s'est bâtie, qui a acheté Chevrolet, qui a acheté Buick, qui a acheté Pontiac, qui ont tout mis ça ensemble, qui ont appelé GM. Tu as Ford, qui lui, c'était le gros. Bien, Ford, lui aussi, est allé chercher des subsidiaries ou des petites entreprises qu'il a intégrées à l'intérieur. Puis c'est le même qu'ils ont développé aussi, là. Si tu regardes chez Chrysler, c'était la même chose. Ils ont racheté les frères Dodge. Puis ils ont fusionné. Il y a toujours, à la fin d'un cycle, il y a toujours une question de fusion. Oui, oui. On a eu cette période-là. On a eu la période, on va remonter plus proche pour les investisseurs, mais on a eu la période des dot-com. Absolument. La période des dot-com, ça a été des erreurs et des bons coups. Tu as des compagnies comme Cisco qui ont fait des acquisitions, des bonnes acquisitions, qui ont grossi, mais à date, aujourd'hui, Cisco n'a jamais retouché son haut de 2001. Mais dans la bulle, il avait grimpé en fou. Si on regarde, ça a été la naissance d'Amazon qui a racheté d'autres compagnies. Ça a eu la naissance de Google qui a racheté d'autres compagnies. Ils ont fusionné des compagnies. Si on regarde les grands de la période .com, tu as Amazon, tu as Cisco, tu as Microsoft, tu as Apple. Ces gens-là ont resté, mais c'est un noyau d'à peu près 10 à 15 compagnies, là. Comme c'est un noyau de 10 à 15 compagnies dans le secteur automobile au début du 20e siècle. Là, on est dans la période, on a eu la période des biotech en 2000, 2005, 2006, 2007, où tu as eu des fusions, tu as eu des acquisitions. Là, on a eu la période de la marijuana, où il y a eu une excitation sur la marijuana. Tu as eu des compagnies. À un moment donné, j'avais un écran sur mon bureau. C'était juste des compagnies de marijuana. Il y en avait comme 150. Aujourd'hui, je pourrais mettre le même écran, puis probablement qu'il y en a un paquet qui ne sont plus là. Il en reste peut-être 6, 7 qui sont encore solides. Tu en as peut-être encore une dizaine qui vivotent à gauche, à droite. Ça va être la même chose, là. Dans le domaine minier, il va y avoir... Dans le domaine minier, bien, pendant qu'il y a ces cycles-là, nous autres, on continue à travailler tranquillement. Oui. Mais quand il arrive le cycle, comme là, moi, ma considération, on rentre dans un super cycle de métaux de base. Absolument. Si je regarde l'économie au niveau... Je vais parler juste du cuivre. L'économie au niveau du cuivre, en ce moment, les réserves sont au plus bas. Les prix sont réellement bons. On parle de entre 4 piastres et 20 et 4 piastres et 30 là, cette semaine. Les prix sont très bons. Le développement des nouveaux projets qui ont été découverts, il n'y en a pas des tonnes. Fait que c'est pour ça qu'en exploration, c'est important qu'on fasse des nouvelles découvertes. Puis ce que j'appelle, moi, des mid-tier, des entrepreneurs qui voient plus loin que cette semaine, des Osisko Metal, qui voient l'avenir avec la mine Gaspé et avec le mine Pine Point des territoires du Nord-Ouest. Bien, ça, c'est ce que j'appelle un mid-tier qui a une vision de mettre ça en production pour être capable, justement, d'alimenter certaines choses. On va rentrer dans ce super cycle-là. D'ici 2030, entre 2030 et 2035, les gouvernements demandent à ce qu'il n'y ait plus de vente de voitures standards, traditionnelles. Ça veut dire que, bon, il va falloir augmenter la production de cuivre si on veut fournir toutes les voitures. Puis ça, c'est sans compter tout le reste de l'électrification. Puis c'est encore de 2030 à 2050, il y a une autre partie qui est réellement celle-là, c'est dans les éoliennes et les solaires, pour aller chercher le plus possible d'électricité, d'enlever les systèmes au mazout, d'enlever les systèmes au gaz naturel, pour être capable de s'en aller vers l'électrification. Tu vas avoir aussi, pendant la période d'aujourd'hui, à aller à 2030, 2035, l'augmentation d'infrastructures. C'est-à-dire au niveau des bornes de recharge, au niveau des... Ça, là, ça va donner un boom extraordinaire là, dans le secteur des métaux de base et des métaux stratégiques. Donner une idée, je peux parler du cuivre parce que c'est le domaine que je suis le plus, mais juste dans le cuivre, tu pars d'une voiture standard, prendre comme exemple, moi, un Hyundai Elantra. Hyundai Elantra, là, tu parles de entre 25 et 30 kilos de cuivre
pour tout ce qui est la connectivité, c'est-à-dire les harnais pour les lumières, les harnais pour l'alternateur, le starter. Ça, là, tu as entre 25 et 30 kilos de cuivre. Une voiture hybride, on parle entre 40 et 55 kilos. Après ça, une voiture hybride connectée, on parle entre 50 et 75 kilos. Mais quand on tombe dans une pleinement électrique, on parle de 90 à 100 kilos. Là, tu viens de partir de 25, tu es rendu à 100. Fait que déjà là, ça veut dire que chaque voiture électrique va consommer 5 fois plus de métaux. C'est déjà une idée de ce qui s'en vient dans le futur. S'en vient. Puis, comme toute chose en vie, il y a un coût. Puis, si on veut aller vers un tournant vert, bien, ça veut dire qu'il faut qu'on profite de nos ressources naturelles. Puis, comme je dis souvent aux gens, l'avantage d'être au Canada puis au Québec, c'est qu'il y a des nomenclatures par les gouvernements, par les compagnies de respecter l'environnement. C'est ça. Tandis que c'est pas garanti dans les autres pays. Et oui, si tu veux avoir ton âme en paix, ben achète québécois, c'est ça. Achète canadien. C'est ça. Et puis... C'est beau, dans les 16 dernières années, plus dans les 12 dernières années avec 1844, je me suis fait approcher, je ne sais pas combien de fois, des projets de cuivre. Je m'en suis fait montrer au Chili, au Brésil, en Afrique. Mais je regarde, parce que quand tu fais une évaluation de projet, c'est bien beau, là. Oui, je peux mettre un projet en production l'année prochaine, mais si je mets un projet en production l'année prochaine avec des travailleurs qui n'ont même pas de bottines dans les pieds, j'ai un peu de misère. Puis quand que les employés de certains projets ne sont pas pris en considération, c'est pas mon secteur. On est là pour se protéger, puis on est là pour protéger l'environnement, puis protéger aussi nos employés, puis nos travailleurs. Fait que moi, je suis pas intéressé d'aller travailler ailleurs. Je suis mieux de développer, en bon entrepreneur, de développer ici. Oui, c'est plus long. Oui, il y a des contraintes, mais au bout de la ligne des contraintes, tu trouves des solutions. Puis quand tu trouves des solutions, les gens sont capables de s'asseoir avec toi puis d'écouter. Parce que la chose qu'il y a, tu peux être contre, mais au moins, écoute. Mm-hmm. Parce qu'il y a peut-être des points qui vont dire, oui, c'est vrai que j'en ai besoin. Ou c'est vrai que tu fais attention. Ou c'est vrai que, tu sais, c'est pas toujours la ligne. La ligne n'est pas toujours droite, là. Non, exactement. La tranche, là, à un moment donné, faut que tu regardes. Fait que, ben, avant qu'on finisse ça, un petit recap. Si on est intéressé à investir dans le cuivre, c'est le temps. Si on est intéressé à investir dans 1844, c'est le temps. Puis si je veux avoir accès au prospectus, short form prospectus... Mon numéro de téléphone, c'est le 514-702-9841. Puis mon courriel, c'est le slaberge, tout ensemble, A commercial, 1844, ressources avec un S, juste un S, pas deux S, .com. Puis on va de toute façon laisser l'information en dessous des informations du vidéo. On va mettre l'adresse courriel, les données de Sylvain. Alors... Je suis un livre ouvert. Merci à toi, Sylvain, d'être venu. Santé.